L'un des plus gros casse-têtes techniques du programme lunaire de la NASA en ce moment est le ravitaillement en orbite. Plus précisément, le nombre énorme et encore incertain de vols de Starship ravitailleurs nécessaires pour remplir complètement l'atterrisseur lunaire de SpaceX. Cela représente beaucoup de lancements, beaucoup de coordination et beaucoup de risques. Mais si je vous disais que SpaceX a peut-être déjà un moyen de réduire drastiquement ce nombre? Selon Elon Musk, cette solution pourrait diminuer de plus de moitié le nombre de vols nécessaires. Ça semble presque trop beau pour être vrai, non? Eh bien, voyons cela de plus près. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le ravitaillement en orbite pourrait vraiment compliquer les plans de SpaceX et de la NASA pour la Lune ou Mars. Starship est gigantesque, avec une masse à vide d'environ 606 000 livres, 275 tonnes métriques. Il est donc impossible qu'ils partent vers la Lune ou Mars avec les réservoirs pleins dès le sol. Pour effectuer une injection translunaire ou une injection vers Mars, il doit d'abord se ravitailler en orbite. Le plan, selon SpaceX, consiste à lancer plusieurs Starship ravitailleurs en orbite. Ces vaisseaux s'amarreraient et transféreraient leur carburant vers un dépôt d'ergols en attente dans l'espace. Ensuite, la version Human Landing System, HLS, de Starship, rejoindrait ce dépôt pour compléter ses réservoirs avant de poursuivre sa route vers la Lune. Le problème, c'est que nous ne connaissons toujours pas le nombre exact de lancements nécessaires. Mais les estimations de la NASA et du Government Accountability Office suggèrent qu'il faudrait entre 16 et 19 vols de ravitailleurs pour remplir complètement un seul Starship. C'est énorme pour une seule mission. Une des principales raisons est le boil-off. Les ergols cryogéniques doivent être maintenus à des températures extrêmement basses, et la moindre variation peut provoquer leur évaporation progressive. Cela signifie non seulement qu'il faut plus de vols, mais aussi qu'ils doivent être lancés à intervalles rapprochés pour limiter les pertes. SpaceX prévoit d'ouvrir un second site de lancement Starship au LC-39A en Floride, ce qui aidera certainement, mais réussir jusqu'à 19 lancements dans une courte fenêtre restera un défi majeur. Si SpaceX veut réellement construire un système de transport lunaire viable, il faut absolument réduire le nombre de vols de ravitaillement. Plus il faut de lancements pour remplir un seul vaisseau, plus tout devient complexe et coûteux. Elon Musk a récemment donné un indice important. Selon lui, la version Starship Z4, tankée, pourrait livrer plus de 200 tonnes d'ergols par vol. Cela ramènerait le nombre de vols nécessaires à environ 5 ou 6 pour ravitailler un Starship lunaire en orbite. Il a même ajouté que cela ne poserait pas problème avec plus de 10 000 vols par an. C'est moins de la moitié de l'estimation du GAO, presque un tiers. La Starship Z4 n'a pas encore volé et reste en développement, mais elle représenterait une évolution majeure après les versions V2 et V3. On part d'un véhicule beaucoup plus grand, possiblement proche de 150 mètres de hauteur, avec une masse au décollage d'environ 7500 tonnes. L'étage supérieur serait plus long, offrant davantage de volume d'ergols et de capacité globale accrue. L'objectif de la V4 est de passer à un niveau supérieur. Dans certaines configurations réutilisables, elle pourrait envoyer plus de 200 tonnes en orbite. Ce serait énorme pour les déploiements massifs de Starlink, mais surtout pour rendre les missions lunaires et martiennes beaucoup plus pratiques en réduisant le nombre de lancements nécessaires à l'assemblage et au ravitaillement orbital. Un détail intéressant concerne le nombre de moteurs. L'étage supérieur ajouterait 3 moteurs Raptor à vide supplémentaires, portant le total à 42 moteurs pour l'ensemble, 33 sur le booster et 9 sur le vaisseau. Musk a plaisanté en disant que c'était comme annoncé dans la prophétie, une référence claire au guide du voyageur galactique. Dans le livre, 42 est la réponse à la vie, l'univers et le reste. Humour typique de Musk. Mais au-delà de la blague, 42 moteurs ont du sens en termes de performance, à mesure que la poussée et la masse évoluent. Il est également question de Raptor améliorés, produisant jusqu'à 300 tonnes de poussée chacun. Si cela se confirme, le booster seul pourrait générer environ 10 000 tonnes de poussée au décollage, soit environ 3 fois plus que la Saturne V.
Une telle puissance soutiendrait la conception plus grande et plus lourde de la V4 et permettrait d'emporter bien plus d'ergols en orbite. Et c'est là l'essentiel. Si chaque ravitailleur peut livrer plus de 200 tonnes, on ne parle plus d'une douzaine de lancements ou plus, mais de 5 ou 6. Le ravitaillement orbital devient alors beaucoup plus gérable et l'architecture lunaire semble soudainement scalable au lieu d'être incroyablement complexe. Peut-être que le véritable goulot d'étranglement est le temps. La NASA vise Artemis 3 vers 2028, donc une fois le ravitaillement orbital démontré, il faudra une validation rapide. L'atterrisseur de démonstration sera probablement basé sur la Vélé 3 et la NASA pourrait exiger que la version opérationnelle reste très proche de cette configuration pour réduire les risques. Le Human Landing System de la NASA, la version lunaire de Starship pour Artemis, est une priorité. Mais il est si différent des autres variantes qu'il ressemble presque à un programme parallèle. Pas de bouclier thermique, pas de rentrée atmosphérique, système d'atterrissage totalement différent. C'est toujours Starship, mais aussi pas vraiment le même. Du côté de SpaceX, la VE3 semble être la priorité actuelle. L'objectif est de faire voler une conception de base de manière fiable, accumuler de l'expérience, tester les moteurs, déployer Starlink et surtout prouver que le ravitaillement orbital fonctionne. Pas encore de multiplication de versions spécialisées. Il faut d'abord que le système fonctionne de manière cohérente. Pour le programme lunaire, il serait logique de rester proche du matériel VE3 plutôt que d'attendre la VE4, surtout si la NASA privilégie la stabilité et les changements minimes. Musk semble l'avoir envisagé. Peut-être que le HLS Artemis restera figé en V3 pour satisfaire la NASA, mais sera ravitaillé par des tankers V4. Cela ressemble à un compromis intelligent. Une question demeure. Un vaisseau V3 pourrait-il être empilé sur un booster V4 ? Ce serait intéressant s'il pouvait mixer les versions ainsi. Si rien ne change, la démonstration de transfert d'ergols de Starship doit avoir lieu cette année. À cette échelle, cela n'a jamais été fait auparavant. Mais ils ne partent pas de zéro. En 2020, la NASA a attribué à SpaceX un contrat Tipping Point pour prouver que Starship pouvait transférer de l'oxygène liquide en orbite d'un réservoir à un autre. Le défi vient du fait que l'oxygène liquide est extrêmement froid et se comporte différemment en microgravité. En faible gravité, les liquides ne se déposent pas au fond d'un réservoir comme sur Terre. Ils flottent, se mélangent à la vapeur et peuvent former un écoulement diphasique. Si du gaz est aspiré dans la conduite au lieu du liquide pur, phénomène appelé Vapor Pull-Through, le transfert peut être perturbé. Lors du 3e vol d'essai de Starship le 14 mars 2024, SpaceX a démontré avec succès un transfert d'ergols en orbite. De l'oxygène liquide a été déplacé d'un petit réservoir Header près du nez vers le grand réservoir principal au bas du véhicule. Le transfert reposait principalement sur une mise sous pression du réservoir Header, créant une différence de pression qui poussait le liquide à travers la conduite. Pour empêcher la vapeur d'entrer, ils ont utilisé une très légère accélération, appelée Settling Acceleration, pour pousser doucement le liquide d'un côté du réservoir. Une vanne et un orifice calibré ont contrôlé le débit, et le transfert complet a duré moins de 100 secondes. Avant le vol, la NASA et SpaceX ont mené des simulations approfondies avec des modèles thermofluides et des simulations CFD haute fidélité. Elles prenaient en compte les transferts thermiques, les variations de pression, la turbulence, la tension de surface, les mouvements du liquide et même le gaz d'hélium utilisé pour maintenir la pression. Après le vol, les données réelles ont confirmé les prédictions. Le liquide, et non la vapeur, a bien été transféré, et la pression est restée dans des limites sûres. Les simulations ont montré que même de très faibles accélérations en microgravité suffisent à stabiliser le liquide pendant le transfert. En résumé, ce test a prouvé que Starship peut transférer du carburant cryogénique en microgravité, et que les modèles prédictifs de la NASA étaient fiables.